va désormais utiliser une identification par Arduino et MATLAB Simulink, dont on va voir l'intérêt. Première chose qu'on peut se poser, c'est comment acquérir les données réalisées par l'expérience en réponse temporelle ou en réponse fréquentielle. Et la première technique, finalement, se rapproche de ce qu'on vient de faire avec le tableur Excel, puisqu'on va importer les données ici. On a à ce moment-là, on va aller chercher les données à l'endroit où on les a réalisées. On aura simplement à changer le nom des variables ici. Attention, je le précise, aux accents et aux espaces. MATLAB est extrêmement sensible à ça, et donc faites très attention. Évitez absolument les accents et les espaces. Ensuite, le type de sortie, il faut préférer des matrices numériques. Vous importez la sélection. Vos variables apparaissent alors dans le workspace, ici. Vous double-cliquez. Vous commencez par éliminer éventuellement les lignes qui ne vous conviennent pas. Vous sélectionnez, et alors, à ma connaissance, on est obligé ensuite de séparer en deux ce tableau pour pouvoir le manipuler correctement. Donc vous cliquez, vous faites New Variable, from Selection. Vous avez accès cette fois-ci à votre première variable. Vous changez son nom. Et puis vous faites la même chose pour votre deuxième variable. Voilà, vous vous retrouvez avec les deux variables temps et vitesse que vous pourrez utiliser par la suite. Alors une deuxième solution consiste, pour acquérir les données, à travailler avec les blocs de la bibliothèque Arduino qui sont disponibles dans MATLAB Simulink. Pour cela, vous aurez eu besoin de les importer à partir de l'onglet Add-ons ici en haut. Puis lorsque vous travaillez dans votre programme, vous aurez besoin dans les outils, les options ici du fonctionnement, de sélectionner votre carte ici dans la liste qui doit apparaître, et de choisir dans les ressources physiques la connexion manuelle de votre carte au port correspondant à votre carte Arduino. À ce moment-là, vous pouvez réaliser l'acquisition de votre modèle de comportement. J'ai choisi pour ça de vous montrer deux modèles. D'une part, une acquisition avec un capteur analogique qu'on a vu dans le tuto sur les encodeurs, c'est le convertisseur fréquence-tension, donc il y a un capteur analogique, donc vous pourrez reproduire cette expérience avec, par exemple, un accéléromètre ou un autre capteur analogique, et ensuite on verra l'acquisition du mouvement par les encodeurs eux-mêmes. Pour l'acquisition avec un capteur analogique, là aussi j'ai choisi de vous montrer deux solutions. Alors la première solution qu'on trouve ici, c'est la suivante. En fait, vous avez deux programmes. Vous avez un programme qui va tourner sur votre PC, qui ne sert qu'à lire le port série, et vous avez un programme qui va être déporté, qui va être transféré sur la carte Arduino. Ici, moi j'ai choisi de lire ici le convertisseur numérique analogique et de lui mettre un gain pour tester, et il va l'envoyer sur ce port. Et ensuite, j'ai utilisé un potentiomètre ici qui, lorsqu'il va être supérieur à 10, va déclencher la mise en rotation du moteur, sachant que la direction est imposée à 1. Et je le mets donc à fond. Pour transférer le programme, c'est assez simple. Vous allez ici dans Deploy to Hardware. Voilà, le fichier se compile, le fichier se construit. Si tout se passe bien, si vous avez un souci, c'est souvent un problème de matériel. Ensuite, vous ouvrez le programme ici que vous n'avez pas transféré sur le PC, vous le lancez simplement, et donc vous aurez à la fois ici l'affichage de vos vitesses. Donc si je tourne ici, voilà, si je tourne ici, je vais avoir une modification de la vitesse de mon moteur, hein, qui est lue par le capteur analogique. Voilà. Et en plus, j'ai une acquisition qui est faite dans la variable oméga 2, donc si j'arrête ma simulation, je vois que dans mon workspace, ici, j'ai accès à toutes les valeurs de ma vitesse acquise de manière analogique. A noter que la période d'échantillonnage a été définie ici, et qu'elle peut bien sûr être modifiée, même si elle ne peut pas être diminuée de manière excessive. Alors il y a deux choses quand même à préciser sur cette application, c'est que d'une part, il faut bien sûr paramétrer votre port de communication à la vitesse que vous souhaitez avec le numéro de com adapté, et d'autre part, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait que normalement tout se passait bien, mais il y a un souci auquel on ne pense pas du tout, c'est le fait que les noms des fichiers MATLAB ne doivent pas comporter d'espace ou de caractères spéciaux, sinon ça ne marche pas. Et en fait, ça ne marche pas juste à cause du nom du fichier. Donc soyez très très vigilants et évitez tout espace, tout caractère particulier dans vos fichiers MATLAB. Également aussi préciser que les sorties numériques Arduino qui sont utilisées ici, bien sûr, correspondent au numéro de patte utilisé sur votre shield moteur, d'une part pour la sortie PWM et d'autre part pour la direction.
Alors, toujours avec le convertisseur de fréquence, donc une entrée analogique, on va cette fois-ci faire un programme légèrement différent, puisqu'on va proposer avec un interrupteur manuel soit une entrée sinusoïdale, soit une entrée indicielle. Ensuite, on va commander toujours le PWM et la direction du moteur. Simplement, lorsque l'entrée est sinusoïdale, on a besoin d'une part de prendre la valeur absolue ici, parce que l'entrée PWM n'accepte pas de valeur négative, donc ça c'est très important. D'autre part, lorsqu'on est positif ou négatif, il faut inverser le sens de rotation. Et pour ça, on va utiliser par exemple ce bloc de comparaison. Et lorsque c'est supérieur à 0, on va envoyer 1, ou sinon on va envoyer 0 à la patte de direction. Dernière remarque, la conversion ici en double, le bloc convert, est nécessaire, je crois, pour l'utilisation dans les variables, sinon il y a incompatibilité. Une autre remarque, on peut aussi loguer les signaux, comme on le voit ici, et ça sera intéressant pour comparer les différents essais entre eux. Pour cela, il suffit de cliquer droit sur la sortie qui vous intéresse et de loguer le signal. Vous aurez alors accès, lorsque vous irez ici, dans le Simulation Data Inspector, vous aurez accès à vos données et surtout aux différents essais réalisés. Alors si vous avez une erreur du type data type mismatch, mais ça arrive assez souvent, vous pouvez faire la chose suivante, vous pouvez faire un clic droit sur votre écran, vous pouvez aller dans les displays, les signaux et afficher ici soit les dimensions, soit le data type des ports. Et alors vous allez voir ce qui va pas, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des incompatibilités. Le plus souvent c'est au niveau des démultiplexeurs qu'on a des problèmes, on a un int 8 qui arrive ici, un double ici. Donc en fait il faut simplement ici double-cliquer sur le bloc et changer le data type en le mettant en double, tout simplement. Donc c'est une erreur fréquente. Là par contre vous voyez il n'y a pas de mise à jour, donc on est obligé de, je sais pas, d'update voilà, de faire update diagramme. Et là normalement tout devrait fonctionner. Alors, on peut noter plusieurs choses. D'une part la sortie analogique Arduino qui normalement est sur 10 bits, en fait ici est codée sur 16 bits. Ensuite on peut noter que la patte numéro 2 ici en fait correspond bien sûr à l'entrée numéro 2 sur laquelle j'ai mis mon convertisseur fréquence tension. Ensuite je peux utiliser ici un switch manuel pour basculer du mode indiciel au mode fréquentiel. Et enfin le bloc fréquentiel, lui, je peux changer son amplitude, mais en fait j'ai mis 1 par défaut, et je peux changer sa fréquence. L'amplitude en fait est réglée ici. On notera qu'ici, par rapport à l'erreur que j'ai signalée tout à l'heure, si vous mettez un unsigned int ici, ça va pas marcher, vous aurez toujours quelque chose de positif, et donc vous n'allez pas bien gérer votre sinusoïde. Donc cette fois-ci nous fonctionnons en mode externe, et non pas avec deux programmes séparés comme tout à l'heure. Donc nous mettons un temps de simulation infini, nous mettons le mode externe ici. Ensuite, si je transfère le programme cette fois directement ici par le bouton vert, la finalisation, le mode external, running, on vérifie ici qu'on est dans running, et on peut l'arrêter à tout moment, c'est ce qu'on va faire. Et on a cette fois-ci l'acquisition qui s'est fait directement, sans avoir deux programmes séparés, avec d'un côté la consigne qui avait été récupérée ici, d'autre part la vitesse ici qui a été récupérée à un temps d'échantillonnage de 0,02 secondes. Donc c'est vrai que c'est un exemple qui est quand même favorisé par rapport à l'autre. Voilà, j'ai donc une réponse sinusoïdale du moteur à la fréquence que j'ai définie ici. Voilà, je peux interrompre le programme. Je fais un reset de la carte Arduino pour qu'elle se stoppe. J'affiche les résultats. Et voilà, je note un problème qui malheureusement est gênant, c'est-à-dire que le convertisseur fréquence-tension en fait ne fait pas la différence entre les deux sens de rotation, donc il va renvoyer la même tension que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc en fait cette tension-là devrait être inversée vers le bas, et donc c'est gênant, hein, même si ici on peut un peu exploiter les choses, mais c'est quand même gênant, et on comprend ici la nécessité d'utiliser un encodeur. Alors si je m'intéresse maintenant au même programme, mais cette fois-ci avec un encodeur, on voit que la partie basse du programme n'a pas été modifiée, mais que la partie haute, on a remplacé l'entrée analogique ici par un bloc qui permet de lire les encodeurs. En fait, ce bloc n'existe pas par défaut dans la bibliothèque Simulink, donc il a été récupéré grâce à une personne qui l'a réalisé dans les ressources MATLAB sur leur site. Donc lorsqu'on ouvre ce bloc, il est intéressant de comprendre un petit peu comment ça se passe. D'abord, il faut comprendre que dans l'initialisation, on définit un état discret qui s'appelle XD et qu'on met par défaut à 0. Lorsqu'on va voir dans l'update, ensuite, on s'aperçoit que, en effet, lorsque cet état discret est différent de 1, donc de 0, en fait, il effectue tout simplement l'équivalent du void setup.
Donc il affecte toutes les entrées, il fait la même chose, et il affecte les interruptions. À la fin de ce void setup, il met la variable discrète à 1, et ensuite, lorsqu'on va voir dans le output, on s'aperçoit en effet que lorsque cette variable discrète est égale à 1, en fait, il va renvoyer en permanence la position de l'encodeur 1 et 2. Si on regarde le contenu de la librairie, ici, on voit quoi? On voit qu'on a bien sûr l'importation d'Arduino, la définition des variables de type volatile puisqu'elles sont modifiées en dehors du programme dans la RAM, on en a parlé dans un tuto, et puis la gestion des fonctions d'interruption, qui sont en fait pour l'encodeur 0 et pour l'encodeur 1. On s'aperçoit en fait en regardant en détail qu'il utilise les pistes A et B, mais qu'il utilise uniquement le front montant de la piste A. Donc c'est important parce que lorsqu'on va après travailler sur l'attachement des interruptions ici, il faut se rappeler qu'en fait on a des paths réservés, 18, 19, 20, 21, 2 et 3, et associés à des numéros d'interruption. Donc ici, vous, quand vous allez brancher votre encodeur sur votre carte, en fait il faut bien faire attention, bien sûr, de choisir ici celles qui ont été définies, c'est-à-dire pour l'encodeur 0, on a le 18, 19, c'est les paths A et B, et puis pour l'encodeur 1, le 20 et 21. C'est important de connaître tout ça parce que si vous faites la moindre modification parce que vous avez quelque chose à changer, parce que vous n'avez pas les mêmes numéros de pattes, etc., vous allez avoir besoin de reconstruire en fait des fichiers. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire build ici, vous allez générer ces fichiers ici, qui sont là. Et ces fichiers, celui qui a développé la bibliothèque les a mis par défaut dans ce répertoire. Mais ce sont les versions d'origine. Or, si vous faites des modifications, il faudra bien prendre la peine d'utiliser vos fichiers à vous. D'autre part, lorsque vous allez faire build, vous verrez, vous aurez besoin d'un compilateur qui, par défaut, n'est pas installé et que vous aurez besoin d'aller chercher dans les add-ons ici de MATLAB. Voilà, une fois qu'on a compris ça, on a compris qu'on a deux sorties ici d'encodeur, j'ai rappelé ici les branchements. Pour obtenir la vitesse, que fait-on? On prend la sortie décalée d'un temps d'échantillonnage, ça c'est un retard correspondant à un temps d'échantillonnage. Ce temps d'échantillonnage, il est défini ici, pour moi je l'ai mis à 10 millisecondes. Donc ici on a une image de la vitesse, on divise bien par le temps d'échantillonnage ici, et on divise par 32, pourquoi? Parce que ici on a 16, je rappelle, aimants, fois 2 pistes, et on utilise un seul front montant, soit 32 impulsions par tour. Voilà comment mesurer la vitesse. Voilà, donc si je bouge mon moteur manuellement, je vérifie que les deux sens fonctionnent, donc voilà. Ok, je vais maintenant allumer l'alimentation. Voilà, donc j'ai une réponse indicielle. J'arrête le programme, je fais un reset sur ma carte Arduino, et je peux visualiser la réponse indicielle, qui bien sûr a besoin ici d'être filtrée. Et je pourrais réaliser la même chose avec une réponse fréquentielle, et par le switch manuel. Alors là j'ai mis une fréquence de 10 radians par seconde. Voilà, j'obtiens une mesure très satisfaisante. Donc pour une fréquence de 100 radians par seconde, on a un comportement qui commence à être limite. Voilà ce qui se passe lorsque je fais un essai avec ce moteur dont l'encodeur est beaucoup plus précis. L'essai se déroule normalement et pourtant j'ai une réponse qui, elle, ne convient pas. Alors pour améliorer les choses, on peut essayer de travailler sur le pas utilisé dans le solver. Alors, je ne sais pas s'il y a une grande différence avec le pas qui est utilisé ici, mais enfin on peut essayer de voir ici avec un pas fixe, et puis diminuer, mettre une valeur très faible. Vérifier que c'est le même que celui-ci, sinon ça marche pas. Voilà, c'est déjà mieux, mais bon après il faudrait approfondir le truc, parce que c'est vrai que c'est encore pas très satisfaisant à voir. Si on essaie de changer le temps d'échantillonnage, par exemple pour le calcul de vitesse, en le mettant à 1 milliseconde, au lieu d'un centième de seconde, on peut avoir ce type de problème. Voilà, on a un message sur une erreur de sample time. Donc ce qu'on va préférer ici mettre dans celui-là, on va mettre -1, c'est-à-dire qu'on va hériter le temps d'échantillonnage global de l'application. Et dans celui du step, c'est lui qui impose le temps d'échantillonnage, c'est ici qu'on pourra changer le temps d'échantillonnage global qui sera répercuté sur le reste des blocs. Bon, on constate quand même, c'est normal, une limite dans l'acquisition des données par MATLAB, il n'est pas fait pour, donc on préférera dans ce cas faire une acquisition par Arduino et importer les données ensuite dans MATLAB. Alors si je résume l'acquisition des données, soit on a importé des données issues d'un programme Arduino, enregistrées dans un fichier Excel, dans des tables ici dans MATLAB,
Soit on a utilisé MATLAB pour acquérir les données, et là on avait deux solutions, soit on utilise un programme sur le PC, un programme déporté sur l'Arduino. Soit on utilise le mode externe qui réalise les deux opérations en même temps. Dans tous les cas, on a les données qui sont présentes dans l'espace de travail, ici en exportant ici, ou à partir des tables. On se retrouve avec les données qui souvent apparaissent dans des tables. On aura préalablement enlevé les lignes inutiles, renommé les noms des colonnes, réexporté les variables de manière séparée, separate workspace variable, ici, en veillant à ce qu'elles soient sous forme de double. On note qu'on peut enregistrer ce workspace ici pour les réutiliser par la suite. Voilà, donc une fois que vous aurez enregistré vos données de workspace, si vous voulez les récupérer ultérieurement, vous avez juste qu'à faire load. Et vous avez vos valeurs qui apparaissent ici. On veillera particulièrement à ce que ce soit des doubles et qu'il y ait le même nombre de points dans chaque liste.